Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ. De quoi va-t-on parler? On va parler de cardio, on va parler de nutrition, on va parler de préparation physique spécifique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Fred, à la base, il est ingénieur en génie civil et du coup coach maintenant depuis des années. Ça fait une dizaine d'années qu'il coach en MMA et en préparation physique. Moi, je m'appelle Clément Marcoux. J'ai une maîtrise que j'ai passée à l'INSEP, du coup spécialisée en performance sportive de haut niveau et un DES également. Et voilà, toutes les semaines, on essaye de répondre à des questions de nos abonnés sur la préparation physique, surtout spécifique au MMA, hein, mais pas que, sur la nutrition et sur d'autres sujets qu'on trouve pertinents. Donc voilà. Donc Fred, on a eu pas mal de questions. J'avais posé des questions sur les home gym. Donc on fera plus tard, on fera un résumé de tout le matériel que les gens ont acheté pour du coup vous conseiller sur les achats pour nous qui sont à mettre en priorité pour avoir un home gym de qualité, hein, qui vous permettront chez vous de vous entraîner, parce qu'on a pas mal de questions sur ça. Hein. Si je dois acheter de l'équipement, qu'est-ce que je dois acheter en priorité pour en tout cas, parce que souvent on a deux problèmes sur le home gym. Bon, premièrement, c'est le problème financier, parce que ça coûte assez cher. Et peut-être le plus gros problème, c'est le problème de place. Ouais, c'est plus ça, le problème. Parce que souvent, les gens, ils font ou dans leur garage, ou dans une pièce dédiée, mais tu peux pas mettre tout et n'importe quoi. Quand tu es dans un studio ou dans un deux pièces, tu peux pas. Il n'y a pas de home gym qui tienne. Hein. Oui, donc après, là, tu dois avoir du petit matériel. Mais même avec du petit matériel, tu peux faire quelque chose quand même de qualité. On va parler du cardio. On a eu beaucoup de questions sur le cardio, comment le travailler, que ça soit en dissocié ou dans les séances. Ça, c'est une question qui est revenue souvent. Alors, je vous invite, on va commencer par la toute première question, les amis. Salut Clément. Aurais-tu des conseils pour remplacer les tractions? Juste pour se maintenir en forme, j'ai pas d'objectif particulier, mais 10 tractions a toujours été ma morning routine. En plus de 4 séries de 25 pompes, 3 séries de 40 abdos. C'est Soragnan qui nous pose cette question. Alors, c'est intéressant parce que je me suis toujours rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui ont des morning routines à base du poids de corps. Ouais, souvent. Même, c'est moi qui me dis ça parce qu'il y en a un qui me dit moi, Fred, je fais tous les jours mes 200 pompes, tous les jours mon gainage, tous les jours ça et mon gainage. Ça, il y en a plein qui ont des petites routines comme ça. Moi, j'ai jamais eu ça, par contre. Ouais, moi non plus, mais je sais que on voit régulièrement des gens à la structure qui nous témoignent qu'ils ont des morning routines, peu importe le groupe musculaire, souvent au poids du corps et souvent au réveil. Donc, avant de prendre leur petit déjeuner, ils vont faire leur petite routine qu'ils ont habituellement. Et alors moi, je trouve que c'est une très bonne habitude. Maintenant, ce que je recommande toujours, c'est de varier les exercices si vous le pouvez. Déjà, avec les élastiques, ça vous donnera une certaine liberté. Et pour les tractions, ça serait quoi pour remplacer les tractions, ça serait quoi ton conseil? Traction, après. On va dire qu'il n'a pas de machine là, du coup, parce que. Il n'a pas la machine à traction guidée. On va donner pour les deux, quoi. On va donner pour les deux. On va imaginer qu'il y en a un qui a. Qui est en gym et qui a la machine à traction guidée, machine à traction guidée. Et s'il n'y a pas, un petit travail d'élastique, même si c'est plus léger, mais au moins ça permet de travailler différemment. Et surtout, tu vois, traction tous les jours, moi où je déconseillerais, c'est surtout pour les tendinites. Tous les jours, ça reste quand même du poids de corps. Poids de corps, ça reste quand même du poids, mine de rien. C'est pas de l'élastique. Non, mais c'est pas anodin. Hein. Et donc, du coup, faire du poids de corps tous les jours, sur le même mouvement, moi, pour éviter les tendinites, moi, je suis pas fan. Franchement, après, du coup, je le remplacerai par un petit travail d'élastique. Ou alors de TRX, tu vois, où tu peux mettre tes pieds au sol et tu peux soulager. C'est les notes que j'avais prises. Moi, j'avais mis, si c'est ta base depuis longtemps, c'est que ton corps a besoin d'un pattern de tirage vertical. Donc, tu reproduis le pattern, hein, c'est plus facile. Mais après, tu peux varier aussi le pattern, ça, c'est pas un problème. Des options que je trouve pertinentes, c'est tirage poulie neutre. Donc, ou tirage poulie neutre ou tirage à élastique. Maintenant, les poulies, on en trouve qui sont pas très chers. Rowing aux anneaux ou TRX. Ouais. Là, tu peux quand on dit TRX, c'est anneau. C'est vrai. TRX anneau. Tirage unilatéral. Donc, tu le fais à une main. Pareil, là, avec un élastique, c'est assez facile. Après, tu peux faire de l'isométrie scapulaire suspendue. J'avais mis le mouvement aussi dans le club des balaises, vous l'avez. Et après, vous avez le farmer carry lourd. C'est plus grippe, plus dos, mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal, moi, que vous pouvez l'intégrer. Parce que déjà, je trouve que c'est une bonne chose de varier les exercices. D'ailleurs, j'ai fait un post sur Instagram sur le sujet de pourquoi on varie les exercices, qu'est-ce que ça va vous apporter. Et en fait, déjà, reproduire le pattern avec du petit accessoire. Le plus facile chez soi, c'est des élastiques.
Et après, en structure, si tu es dans une salle, je sais pas moi, comme One Air en fitness park, enfin, peu importe, là par contre, c'est un jeu d'enfant pour le coup Varié, ouais. de varier. Ça, pour le coup, ça sera assez facile. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Ensuite, on avait une question, c'est quand on débute, du coup, la lutte ou le grappling, comment apprendre plus vite? Comment apprendre plus vite? Ouais, comment Ouais. optimiser Ouais. en fait son apprentissage? Bah, déjà, pour apprendre plus vite au début, c'est faire C'est beaucoup, Thomas qui nous pose cette question. ouais, c'est faire beaucoup de séances déjà. En fait, ce qui est pas vrai forcément à la fin, enfin à la fin, quand tu es expérimenté, au début quand tu es débutant, plus tu en fais, enfin plus tu as beaucoup de séances, bah tu as besoin de beaucoup de volume d'entraînement pour on va dire acquérir le nombre de techniques qu'il y a. Ça c'est la première chose, jouer sur le volume, si tu peux rajouter 1 ou 2 entraînements par semaine, bah c'est mieux. Et après c'est hors entraînement, analyser tes erreurs, voir des vidéos, regarder beaucoup de vidéos, regarder beaucoup de DVD pédagogiques, Ouais, DVD, c'est bon, enfin, DVD pas parce que le nous, on fait partie ouais, d'une génération où tu ouais. veux acheter des DVD. Ouais, quand je dis DVD, c'est regarder des vidéos. C'est des vidéos qui ont été tournées sur les bases, par exemple, déjà. Ouais. Comprendre la logique déjà de ta discipline, ça c'est quelque chose qui est très important. Et souvent, on ne comprend pas. Mm. On croit qu'on a compris ce qu'il fallait faire, Mm. mais en lutte, par exemple, c'est pas que d'amener au sol. Il y a d'autres stratégies aussi pour gagner des combats. Ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut mettre en priorité, et ton style aussi. Tu vois? Ce qui aide aussi beaucoup, moi j'ai remarqué qu'il y en a qui progressent beaucoup plus vite quand ils font ce qu'on appelle du mimétisme. C'est-à-dire, par exemple, ils regardent, je vais te dire n'importe quoi, 50 ou 100 combats on va dire, Topuria, Makachev, et ainsi de suite. Ils vont regarder et ils vont essayer de les mimer, de s'inspirer d'eux, se prendre pour eux, on va dire. Ouais, Quand on bien dit sûr. se prendre pour Connor, bon, ça peut être mauvais parce que tu Ouais, peux ouais, te ouais. prendre des coups, mais Non, mais t'en inspiré, quoi. t'en inspirer, essayer de les mimer, essayer de recopier ces idoles, entre guillemets. C'est mieux que partir de zéro. C'est vraiment essayer d'avoir leur attitude, on va dire. Et moi, ce que j'avais pris comme note, c'était, en fait, le problème, il n'est pas perceptif. C'est surtout, en fait, pardon, le problème, il n'est pas physique, il est moteur et perceptif. Et c'est la variabilité et la contextualisation qui va faire la différence. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tu isoles des micro-situations. C'est ce qu'on fait, par exemple, tu vas faire du thème. C'est un exemple, voilà, pour la lutte, on va dire départ en single leg. Voilà, bon, ça c'est, voilà, tu vas contextualiser. Tu vas, du coup, répéter dans des contextes différents. Ouais, par exemple, tu démarres avec un bras-tête, ainsi de suite. Tu vas le filmer et tu vas le corriger. Et après, faire du sparring à thème. Ça rejoint un peu ça, mais c'est un peu plus libre déjà. Voilà. Et tout ça fait que, au bout d'un moment, tu vas déjà trouver là les situations dans lesquelles en quelque sorte, dans une genre de zone de confort, où tu es. Il y en a qui aiment bien, je sais pas moi, travailler sur la tête, d'autres qui aiment travailler sur le même inférieur, d'autres qui aiment bien coller en gréco. Mais c'est pareil, c'est vraiment dans tous les sports. Genre le rugby, le foot, enfin peu importe la discipline que vous allez faire, il y a des phases, il y a des micro-contextes dans lesquels vous allez vous sentir bien, que ce soit sur le plan défensif ou sur le plan offensif. Après, c'est à vous de le trouver et de capitaliser dessus. Et ça aussi, il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé, c'est moins de combats anarchiques, plus de situations sous contrainte, c'est ce qu'on fait beaucoup, et surtout, accepter d'être dominé. C'est-à-dire accepter des situations qui ne vont pas dans votre sens. Parce que si vous ne vous retrouvez jamais dans ces situations-là, le jour où vous allez vous retrouver par exemple en compétition, vous ne saurez pas y répondre et vous risquez de paniquer. On pense à un combat qui est assez parlant, c'est Dricus, qui n'était pas du tout préparé et ils ont expliqué son équipe au crucifix. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc voilà, ça c'est Les- des, à peu près, ouais. c'est des situations, si Dricus aurait travaillé en 100 kilos, enfin avec quelqu'un en 100 kilos sur lui, ça ne serait pas arrivé ces situations. Parce qu'en MMA, il n'y a pas 50 000 positions sur lesquelles tu peux capitaliser. Il n'y a que le crucifix quasiment pour le ground and pound qui existe. Ou alors tu mets le tibia, c'est une variante. Mais en général, vous voyez que tout le monde veut isoler la main pour après frapper. Donc c'est une situation qui leur est connue. Donc c'est là où il faut vraiment se mettre à, que ce soit sur le point de vue offensif ou défensif, se mettre dans des situations aussi qui sont... Et c'est bien ce que tu as dit, ne pas faire trop de combats. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le combat, c'est le plus agréable, mais il y a tellement d'informations qu'au final, ça demande une rigueur où, par exemple, tu dois te fixer des objectifs.
Alors que quand tu fais du thème, l'objectif il est fixé. Donc c'est plus facile, ça demande moins d'efforts de soi-même. Donc par exemple, imaginons votre prof, il vous faire que des combats. Bah, c'est à vous de fixer des objectifs. Par exemple, je me fais pas passer la garde. Si je suis au-dessus, j'essaye de coller, mettre que la pression et de le garder au sol. Des petits thèmes que vous devez vous imposer vous. Et Avoir trop d'infos. en coaching à distance, on a carrément créé des petites capsules de thèmes. Pour ceux qu'on accompagne, ils savent très bien qu'on va leur incorporer des drills, on va leur incorporer du combat à thème, par exemple contre la cage, etc. D'ailleurs, j'en profite. Pour ceux qui veulent qu'on les accompagne, du coup, je vous mets quelques personnes qu'on accompagne. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Par contre, si vous m'envoyez un message, surtout donnez-moi le plus d'informations possible. Âge, poids, taille, pratique. Et également dans quelle structure vous vous entraînez, que ce soit un one air, un fitness park, enfin, peu importe, ou une salle de crossfit, que je sache dans quel contexte vous évoluez, aussi bien sur le point de vue professionnel, si vous êtes sédentaire ou si vous travaillez par exemple dans le BTP, ça sera totalement différent en termes, quand on va aborder la charge d'entraînement. Voilà, vous n'hésitez pas, du coup, m'envoyer un message, on en discute. Et voilà les amis. Fred, on passe à la question suivante. C'est une question qui revient souvent également. C'est les interférences force et endurance. Donc ça c'est le thème que j'ai marqué et je vais te récupérer du coup la question. Alors, c'est Louis qui nous dit: Salut Clément, super vidéo, j'ai une petite question pour toi, tu en penses quoi des entraînements combinés et des interférences entre la force et l'endurance? Est-ce que tu mettrais les deux dans les mêmes séances, sachant que c'est un sport qui nécessite les deux en simultané? Ou alors tu les séparerais, si oui, à quelle fréquence? Alors, il y a plusieurs questions. Hein. Je vais essayer surtout de répondre à la première. Donc, bon, déjà, c'est un bon sujet, les interférences. Moi, je trouve qu'on surestime un peu des fois, Pareil. surtout dans nos disciplines. Après, quand tu es, et c'est ça tout le problème, c'est que oui, les interférences existent, mais elles sont problématiques surtout quand il y a un volume d'endurance élevé. Par exemple, si, je sais pas moi, vous faites... vous faites 5 sorties de 30 km par semaine et tu veux être le mec le plus explosif de la Terre, ça risque d'être assez compliqué. Vraiment, tout ce qui est type d'endurance, type trop longue durée, on va dire, ou priorité hypertrophie, c'est-à-dire que tu fais que de l'hypertrophie, mais à côté de ça, tu veux être ultra endurant. Voilà, donc en fait, là où c'est problématique, c'est que c'est un peu antagoniste. J'avais déjà parlé de l'endurance active à MPK, hein, ça je vous avais fait un truc, et la force active mTOR. C'est des voies en fait qui peuvent s'opposer. On en avait déjà parlé dans une FAQ. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas la force vs l'endurance en réalité. Il faut, si tu fais si tu vas mettre en priorité par exemple la force, moi ce que je recommande toujours, c'est de faire par exemple la force avant l'endurance. Donc si par exemple vous avez une séance de grappling ou une séance de boxe ou une séance de rugby, faites votre séance spécifique de force avant la séance, n'allez pas la faire après. Même si on pourrait aussi la faire après parce qu'on rechercherait d'autres choses. Mais ça c'est encore une autre question, ça dépend aussi du type d'individu et son profil aussi à cet individu-là. Est-ce qu'il a besoin d'être fort sur de la fatigue? Voilà, ça c'est une question qu'il faut se poser. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de l'intégrer. Il y a des gens qui n'ont pas besoin. Et ça, c'est là où il faut être... c'est là, en fait... Il y a une chose qui est vraie, c'est que si tu fais de la muscu lourde et qu'après tu fais 45 minutes d'endurance, c'est pas, entre guillemets, optimal. Ce qui marche bien, c'est plutôt faire de la muscu, entre guillemets, lourde et après enchaîner sur de la haute intensité, tu vois, relativement court. Maintenant, c'est pas non plus dramatique. En tout cas, que ce soit dans la littérature ou ce qu'on a pu observer, d'enchaîner sur une séance. Alors, dans nos disciplines, c'est un peu différent parce que tu es rarement sur un rythme linéaire. Tu as toujours des accélérations, tu te reposes, tu as des accélérations, tu te reposes. Pareil pour le foot, pareil pour le rugby, pareil pour toutes ces disciplines. Là où c'est un peu plus linéaire, c'est tout ce qui est footing. Tu vois, à part que tu fasses des fractionnés, mais sinon, là, ça peut être un peu plus problématique. Mais tant que tu ne vas pas dans l'extrême d'un côté comme de l'autre, tu vas limiter quand même les endurances. D'ailleurs, on l'a vu avec le CrossFit, qui n'avait pas tant de... Ouais, pas beaucoup. Ouais. Ça a été... En fait, le CrossFit, c'est un peu démystifié ce côté-là des interférences où avant, c'était en gros, tu fais soit de l'endurance musculaire ou de l'endurance tout court, soit de la force, mais tu ne pouvais pas mettre les deux, surtout pas les deux dans la même séance.
Oui, oui, et le CrossFit, en fait, par exemple, quand ils allaient faire des séances, des WOD, etc., il y avait tout qui était mélangé sur une seule et même séance. Et les gens se sont aperçus qu'ils progressaient plus ou moins partout. Donc voilà, et effectivement, on a surestimé un peu cette notion d'interférence. On dit, comme je dis, on ne dit pas que ça n'existe pas, mais il faut vraiment, vraiment que ce soit extrême d'un côté comme de l'autre. Par exemple, c'est sûr que faire du powerlifting, c'est très difficile de le transférer à la vie de tous les jours ou dans nos disciplines. Parce que le powerlifting, la logique de la discipline, c'est soulever sur une seule rep le plus lourd possible. Ce qui est totalement contraire. Tu vois, j'ai un élève là qui a un gros problème d'endurance de force parce qu'il était toujours dans une logique de powerlifting. Ok. Donc il a des très gros problèmes en endurance de force. Il s'essouffle très rapidement. Sur des séries de 12, il est essoufflé, quoi. Mais vraiment, tu vois. Mais en fait, oui, parce que le powerlifting, la logique interne, C'est une rep. c'est une rep. Et il n'y a rien dans la vie que c'est une rep. Tu vois. Quand tu vas faire des travaux, c'est pas une rep. Je fais n'importe quoi. Quand tu t'entraînes dans n'importe quelle discipline, c'est vraiment de l'hyper spécialisation. Le powerlifting. C'est comme le marathon, c'est très, très, très hyper spécialisé. Voilà, c'est vraiment là, tu prends quasiment la discipline la plus spécialisée, quoi. Ouais. Parce qu'on te demande de faire un effort sur un laps de temps très, 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 très court. Et je pense que comme ils ont pris ces deux disciplines vraiment ultra spécialisées, marathon et powerlifting, bien sûr que quand tu fais du marathon, ça va te l'impacter sur ton powerlifting et ainsi de suite, powerlifting sur le marathon. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, entre Là, les deux, il y a quand même. Voilà, le powerlifting, c'est une discipline que j'adore parce que c'est eux les mecs qui ont fait quasiment le plus avancer dans le monde de la préparation physique moderne. Mais ceux qui ont fait avancer, c'est souvent des powerlifters qui avaient un gros volume, qui faisaient beaucoup de travail prophylactique. Donc voilà, il y a aussi cette logique à regarder parce qu'il y a, je vous dis, dans la vie de tous les jours, à moins de devoir soulever ta voiture parce que tu as coupé une roue, c'est que des efforts répétés toute la journée que tu fais en fait. C'est des petits efforts, quoi. Dans la vie de tous les jours, ou même à l'époque, nos ancêtres, quand ils allaient chasser et tout, c'était sur le long terme qu'ils avaient un avantage assez significatif. T'en penses quoi de la force? Parce que là, il t'a dit il va intégrer de l'endurance à de la force. Toi, ton regard sur la force, moi, je suis contre le travail de force qui est en dessous de 3 RM, par exemple. le bénéfice-risque. Oui, trop élevé, tu en tireras d'accord. très peu de bénéfices. Ouais. Pareil, moi, si t'es pas powerlifter, pour moi, t'as pas. Ouais. Après, t'es haltérophile, t'es powerlifter ou t'es crossfitter, c'est la logique de ta discipline. Ouais. Donc t'as pas le choix de passer par là. Ouais. Tu vois. Maintenant, pour ta vie de tous les jours, t'es pas obligé d'aller chercher ton 1RM Je suis d'accord. pour le transférer à un MMA. Ça, ça a été, maintenant on le sait. Il y a plus de. Et puis aller chercher ton 1RM quand t'es combattant, si tu te pètes, t'en as pour un an. Ouais. Ensuite, autre question, les amis. Hop. Alors, Jean qui nous demande, dans le cadre d'une diète pour sécher, faut-il baisser plutôt les lipides ou les glucides pour influer sur le total calorique? Non, c'est une bonne question ça, parce que... Alors, vas-y Fred, si tu veux commencer. Là, ça va dépendre de la diète de départ. S'il a une diète riche en glucides ou s'il a une diète riche en lipides, ça va dépendre déjà de ça. On va dire il a une diète équilibrée. Bah, pour moi, il faut diminuer les deux. Enfin, faut pas diminuer que l'une ou que l'autre. Pour moi, c'est les deux, il faut diminuer. En fait, déjà, quand tu veux sécher, tu dois privilégier déjà tu dois être en sous-calories, donc tu dois diminuer tes calories. Et privilégier plus l'une que l'autre, pour moi, je diminuerais les deux. Oui, bah alors moi, du coup, je me base sur la littérature scientifique pour te répondre. Alors, à calories égales et protéines égales, c'est ça qui est très important, la perte de gras, elle est similaire. En fait, il n'y a pas de différence significative, que tu sois en low carb ou en low fat. Il n'y a pas une véritable différence significative. Et en fait, le facteur clé, c'est l'adhérence plus l'apport en protéique suffisant. Voilà, moi, ce que je recommande toujours, c'est déjà conserver les protéines. Et après, c'est vrai que souvent, moi le premier, j'avoue que j'essaye plutôt de réajuster les glucides. Pareil, moi aussi, ouais. J'allais te dire, ouais, pareil. En pratique, pareil. j'avoue que je joue sur les glucides parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ouais, pareil. Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que la réponse officielle, c'est jouer sur les deux. Oui, parce que dans la littérature, ils ont joué sur les deux, ils n'ont pas vu de différence. Mais dans la pratique, Mais dans la pratique, moi, je te recommande de jouer sur les glucides parce que c'est très facile. Ouais. C'est un gros volume en général. Et en général,
on est plus en excès de glucides que de lipides en général. Ah oui, Franchement, oui. enfin, après, c'est pour certains, mais moi je sais Ah, que. quand même, hein, c'est comme ça, tu vois. Ah ouais. Et en plus, on le sait, les lipides, il ne faut pas qu'ils descendent trop bas hein, Ouais. pour les fonctions hormonales. On a déjà parlé du Ouais. système endocrinien et les effets néfastes que ça pourrait avoir. Mm. Donc voilà, c'est à voir par rapport à ta charge d'entraînement aussi également. Là, il y en a un de nos élèves. Du coup, ben, lui, j'ai plutôt un petit peu plus baissé les lipides que les glucides parce que sa pratique, on ne pouvait pas descendre les glucides par rapport à sa pratique. Donc c'était assez compliqué. Mais on a essayé de jouer du coup sur d'autres leviers. Mais voilà, c'est souvent, en général, moi ce que je recommande, c'est d'aller chercher ben, du coup en pratique les glucides. Je trouve que c'est plus parlant et c'est plus facile. Ouais. Ensuite, Fred, quel conseil tu donnerais du coup pour... bon là ça rejoint. Bon, en fait c'est une question qui revient tout le temps. Hein. Ouais. Donc j'ai mélangé plusieurs questions parce que les gens me disent... Il y en a qui m'ont dit comment on fait pour avoir le cardio de Merab, d'autres qui m'ont dit comment on fait pour avoir le cardio de Max Holloway. Pour toi, Je vais faire une pub pour Gastank, mon programme. voilà, Il est dans ma bio, les gars. Gastank, programme cardio MMA limité. voilà, cardio et MMA est limité. Donc Et pour Tortank, toi, c'est pour le dos. s'il y a des bases, Mm. c'est quoi les bases pour toi pour améliorer le cardio? Bah, pour Ce moi. qu'ils appellent le cardio, on parle d'endurance. Hein. Ah ouais. Voilà. Pour moi, c'est de se rapprocher de la discipline. Pour moi. C'est déjà. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, tu privilégies quoi, la corde à sauter, si ça déjà. C'est dans la discipline déjà que faut essayer de jouer avec les filières que tu as dans, enfin, les mouvements que tu as dans la discipline déjà pour essayer d'être le plus proche possible. C'est comme par exemple la natation. Je peux courir autant que je veux, faire du footing et tout. Bien sûr que si je fais du fractionné, du footing, j'aurai un meilleur cardio en natation que quelqu'un qui est sédentaire, en surpoids et tout. Mais le jour où je vais faire 3 longueurs, je vais être. Parce que c'est trop Spécifique. spécifique, exactement. Et bah pour le MMA, pour moi, c'est pareil. Ouais, mais tu vois, mais ça rejoint les notes que j'avais fait. Moi, j'avais expliqué que la performance énergétique dépend énormément de la coordination. Ouais. Un athlète mal coordonné consomme plus d'énergie pour le même geste. Mm. Donc, travail technique précis, Ouais. travail sous fatigue, variabilité contrôlée. Mm. Donc, en fait, tu varies les intensités, mais dans ton spécifique. Ça, moi, je trouve que c'est assez parlant. Et ensuite, après, en fait, c'est le seuil lactate. Hein. On en avait déjà parlé aussi sur la chaîne. C'est la capacité à maintenir une intensité élevée sans exploser. Donc là, à partir de là, tu peux créer des méthodes avec des blocs avec une intensité donnée pour essayer de reproduire aussi ce que tu vas rencontrer dans ta discipline. Et après, ce que vous connaissez tous, c'est le VO2 max. Hein. On en parle tout le temps aussi également. C'est la capacité maximale à utiliser l'oxygène. Après, là, souvent, on va monter sur des méthodes plus d'intervalles où vous allez faire des fractionnés, du 30-30, enfin, peu importe hein, les méthodes que vous allez utiliser. Au final, ce qui est très important, c'est l'intensité que vous allez mettre par rapport à votre fréquence cardiaque. Et après, vous pouvez Ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez même le faire en travail dissocié. Moi, vous savez que j'aime beaucoup l'assaut bike parce que c'est un des seuls outils qui me permet vraiment de monter très haut sur ma fréquence cardiaque. Alors en sparring, j'y arrive également. Hein. Oui, oui. Mais, Hors sparring, je trouve que c'est très facile et surtout, tu travailles tout le corps. Ouais. Contrairement à des sprints où c'est que le bas du corps. Bien sûr, tu sollicites aussi le haut, mais ça n'a strictement rien à voir. Et même tu as plus de chances de te blesser quand même dans un sprint, l'ischio, cette déchirure d'ischio et tout, que dans un assaut bike. Ouais, parce qu'il y a des gens qui se déchirent. Ouais. Moi, par exemple, je me suis fait petit déchirure au quadriceps gauche, mais je ne le savais pas. Je ne l'ai pas su, en fait. Je ne m'en étais pas rendu compte. C'est maintenant, quand je me vois, que je vois qu'à un moment donné, je me suis déchiré et je sais que c'est sur des sprints. Parce qu'à un moment donné, je faisais pas mal de sprints. Donc, il y a des années en arrière. Mais depuis ce jour, c'est vrai que je me suis blessé. Et c'est toujours ça. C'est arriver à gagner le plus de cardio possible en limitant non seulement une fatigue qui pourrait du coup te faire perdre en apprentissage, qui te faire perdre en récupération. Hein, quand tu es en surménage, c'est très compliqué après de récupérer. Sur entraînement, c'est beaucoup plus difficile déjà à y arriver. C'était Yann Lemeur, un de mes profs à l'INSEP, qui disait qu'on n'est quasiment jamais en surentraînement. On craque avant. Mais voilà, il faut toujours, quand vous pensez à votre cardio, quand vous le faites en dissocié, il faut que vous arriviez à monter dans les intensités que vous avez mesurées.
Par exemple, en boxe, j'ai jamais fait faire de tests. Moi, j'aime pas les tests sur ergocycle, tu vois. Moi, je fais des tests sur les sacs ou en sparring et je vois à quelle intensité il peut monter. Et après, tu essaies de te rapprocher de cette intensité-là. Parce que c'est là où il arrive le plus haut, on va dire. Tu vois. Alors que quand tu fais un test sur un vélo, ça, même si physiologiquement c'est recevable, c'est pas spécifique à ce qu'on fait nous. Donc c'est un peu différent. Moi, j'ai toujours été pour les tests qui sont vraiment spécifiques à une discipline. Tu vois. Si tu fais du vélo, ben, tu le fais sur vélo. Si tu fais de la boxe, tu le fais sur de la boxe. Même si c'est vrai qu'effectivement, peut-être que tu pourras aller plus loin sur le vélo, tu n'auras peut-être pas exactement le même résultat. Mais au final, en général, hein, quand tu es mort, que ce soit en vélo ou en sparring, tu es mort. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop de distinction. Mais tu vois, Merab, parce que c'est lui qu'on a mis pour l'illustrer, qui est quelqu'un de très endurant, ses volumes, ses sparring à thème et beaucoup de spécifiques dans lui où il est compétent. En l'occurrence, la lutte. Ouais. Donc il s'habitue à faire. S'habitue à son effort. Et pour toi, c'est quoi la place de la gestion de combat? Enfin, par exemple, t'as ton cardio. On va dire, il est à tel niveau. Et après, t'as aussi la part de comment tu combats dans le jour J. C'est si tu t'emballes, si tu vrilles, Ah ben, le si meilleur exemple, t'as une gestion de combat. c'est Ouais. Shimaev, Contre Ricus. Ricus, ouais. Et on a toujours dit qu'il n'avait Et pas de après contre cardio. Camara, ouais, c'est vrai. Exact. Et en fait, parce que c'était pas qu'il n'avait pas de cardio, c'est qu'il avait une mauvaise gestion de son cardio. Ouais. Ah ouais. Contre Ricus, il a resté sur un rythme linéaire, il a tenu les synchrones faciles. Oui, il n'a pas fait un meilleur protocole cardio contre Dricus, Non. dans la prépa contre Dricus, que tous les autres combats d'avant. C'est l'intensité qui a changé. Mm. D'habitude, il essaye toujours de finir au premier round. Ouais. Là, il était dans la gestion. Mm. Donc automatiquement, il a su gérer et en plus, il est dans une certaine zone de confort. Ouais. Tu vois. Au sol, ouais. Donc, Alors, contre Burns, c'était quand même resté beaucoup debout, du coup, c'était pas. ouais, et puis point même, fort. c'était une intensité où ils ont tout donné direct, les deux. Ouais. Tu vois. Donc lui, en fait, Ramzat, il est resté dans une intensité donnée et il en est pas sorti, quoi. Il faisait quelques petites pics d'accélération à des moments donnés. Et celui-là qui était très fort pour ça, c'était Rabib. Il avait toujours un round où il baissait d'intensité. Ouais, c'est vrai. En général, le troisième. Ouais. Il gérait, ouais, c'est vrai. Ça, c'est. Par contre, ça, c'est pas. Ça prend sur le terrain. C'est pas. Ouais. Après, t'en as que non. Hein. Max Holloway, il n'y a quasiment pas de gestion. Merab non plus. Tu vois, tu as des mecs qui ont cette capacité à toujours être haut. Tu vois. Ouais. Ils arrivent toujours à mettre du volume. Tu Ça, vois. tu penses que c'est une part de génétique quand même. Ah ben, c'est une génétique, c'est totalement de la génétique. Ouais. Hein. À ce niveau-là, je parle. Ah ouais. Maintenant, par rapport à toi-même, tu peux quand même Améliorer. évoluer. Oui, tu pourrais évoluer. Et tu as des méthodes tu peux utiliser tous ces axes. Être plus efficient, travailler sur ton VO de max, travailler sur ton seuil lactate, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Et voilà. Ouais, même des petits points stratégiques, mais un truc bête. Par contre, par exemple, des fois, quand ils luttent, ils n'ont jamais trop lutté de leur vie. Ils essayent d'arracher les mecs parce qu'ils se prennent pour des Dagestanais. Et moi, je leur dis, travailler plus des crochetages, c'est beaucoup moins énergivore. C'est l'arracher. Bah, tu soulèves un corps qui se débat. Si t'as pas fait, c'est pas ancré en toi, c'est pas en toi, et qu'en plus tu l'amènes et que le mec se relève directement, que tu sais pas bien le garder, ton énergie que t'as utilisée pour rien entre guillemets, bah c'est en combat, c'est des mauvais choix répétés. Et du coup, tu peux changer ton jeu pour l'adapter à ton cardio au final. Ouais, c'est ça. Et toujours trouver des stratégies qui te permettent de l'optimiser en fait. Parce que tu peux pas, comme on dit souvent, c'est pas un jeu vidéo, le corps humain. C'est pas un RPG. Donc au final, quand tu es dessus, que tu commences à travailler tes programmations, etc., il y a des moments où tu vas atteindre des limites. Donc, et à partir de là, tu vas pas pouvoir travailler à telle fréquence pendant tant de temps. Tu vas essayer d'évoluer sur ça. Et quand tu sais que tu as atteint ton palier sur ça, tu vas travailler plutôt sur ta coordination, sur ta gestion, sur d'autres choses qui vont te faire permettre aussi de gagner. Quand on dit, par exemple, il y a des coureurs qui vont faire de la force pour gagner en économie de course, par exemple. Donc voilà, c'est d'autres leviers qui vont te faire évoluer sur ta pratique et du coup, qui vont te faire, entre guillemets, gagner du cardio. Enfin, ce qu'on appelle le cardio, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant de l'illustrer comme ça, de dire comment avoir un bon cardio. Mais c'est parlant de l'illustrer avec ce mot, tu vois. Parce qu'il y a plusieurs styles d'endurance. Il y a l'endurance de puissance, il y a l'endurance de force, il y a l'endurance fondamentale. Maintenant même, c'est réparti en zones pour que ce soit plus parlé, et ainsi de suite. Donc ça aussi,
C'est quelque chose qu'il faut adapter par rapport à votre charge d'entraînement, par rapport à vos objectifs, pour pouvoir le tenir à court, moyen et long terme. Quelque chose à rajouter? Non. Pour la prochaine FAQ, les amis, n'hésitez pas à nous poser vos questions sous la vidéo. Il y a eu d'autres questions aussi qui étaient très intéressantes, mais je pense qu'elles méritent des vidéos à part entière, surtout celles sur le home gym, comme je vous dis. S'il y a des autres personnes qui ont des home gym, n'hésitez pas à nous témoigner en dessous le matériel que vous avez à disposition chez vous. Au moins, on fera tout un résumé de tout le matos qui revient le plus souvent, qui est le plus récurrent, et le pourquoi aussi vous avez un home gym. Voilà, n'hésitez pas à nous partager ça. Et aussi, on parlera des régimes. Donc, ceux qui suivent un régime très particulier, que ce soit le jeûne intermittent, je sais pas, n'importe quoi, si vous êtes vegan ou quoi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, n'hésitez pas. Fred FMC sur Instagram, Clément Marcou sur Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, les amis. Merci pour la force. Un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage dans notre travail. Allez, merci encore, les gars.